Territoire d'info, deuxième partie, avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, c'est Elisabeth Borne. Bonjour et merci d'être là ce matin, ministre chargée des Transports. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour. Et bonjour Nathalie Moret. Bonjour. Groupe EBRA, vous représentez le Progrès de Lyon sur ce plateau ce matin. Elisabeth Borne, votre interview sera retransmise sur les sites internet vidéo de la presse quotidienne régionale à partir de 10h ce matin. On rentre dans l'actualité, les parlementaires, ouverture du grand débat au Parlement aujourd'hui, 2 jours à l'Assemblée, la semaine prochaine c'est au Sénat. À quoi ça sert, alors que chacun sait qu'on est en processus de conclusion de ce grand débat, d'amener ça devant le Parlement? Est-ce qu'il y a une vraie utilité? Écoutez, je pense qu'il y aurait un paradoxe à ce que ce débat soit déroulé dans tout le pays et que l'Assemblée, le Sénat... Mais le problème, c'est qu'il s'est déroulé dans tout le pays. Oui, déjà. c'est déroulé dans tout le pays et je pense que c'est logique que les parlementaires aient envie d'y prendre part et aussi envie de faire part de ce qu'ils ont pu entendre dans les territoires, des leçons qu'ils peuvent en tirer, peut-être des propositions qu'ils peuvent faire. Ça me paraît naturel. Ce n'est pas un débat pour rien. C'est aussi un débat pour entendre la voix des parlementaires qui, eux-mêmes, ont pour la plupart participé à des débats dans les territoires. Est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'exécutif de gagner du temps et de retarder les annonces? Je pense que le calendrier, il est clair. On attend maintenant la synthèse du débat qui sera fait par les garants. Et effectivement, cette synthèse interviendra d'ici mi-avril. Je pense que c'est tout à fait logique que dans un débat où chacun a pu s'exprimer, le Parlement y trouve sa part. Justement, parmi les nombreuses demandes des Français, et notamment sur la plateforme du Grand Débat, il y a une demande très forte pour que les transports en commun soient gratuits. Ça existe déjà dans certaines agglomérations, comme à Châteauroux ou à Dunkerque. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi, c'est pas ce que j'ai entendu le plus dans nos territoires. J'ai plus entendu des territoires qui nous disent, nous, on n'a pas d'autre choix que la voiture. Donc, on a effectivement des grandes villes dans lesquelles il y a des transports en commun. On a surtout beaucoup de territoires où il n'y a pas d'alternative à la voiture. Et je pense que les Français ont pu exprimer dans ce débat à quel point, quand on doit prendre sa voiture tous les jours pour aller au travail, ça pèse sur le pouvoir d'achat. Quand on est une personne âgée qui ne peut plus forcément conduire, quand on est un jeune qui n'a pas encore son permis, à quel point c'est pénalisant quand on est dans des territoires où il n'y a pas d'autre solution. Donc c'est vraiment, je pense, un problème majeur. Un sentiment aussi d'injustice quand on voit effectivement des offres qui existent dans des grandes villes et puis pas d'alternative dans les bourgs, dans le monde rural. Et c'est ça que moi j'ai entendu et c'est ce à quoi la loi... Mais sur la gratuité des transports en commun, vous pourriez l'envisager? Je pense que la gratuité, franchement, je ne pense pas que ce soit la solution générale. On a des petites villes qui ont pu mettre en place cette gratuité. Vous savez, les transports, ce n'est pas gratuit à offrir aux citoyens. Donc il y a quelqu'un qui paye. Si ce n'est pas l'usager qui paye, ça veut dire que c'est le contribuable. Je n'ai pas entendu dans le débat que les Français avaient envie de payer plus d'impôts. D'accord. Concernant les autoroutes, les Gilets jaunes demandent aussi la gratuité des autoroutes parce qu'ils considèrent que c'est un bien commun qu'on leur a enlevé avec la privatisation. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a 2 sujets. Est-ce que les autoroutes à péage ont pu servir à développer les réseaux dans notre pays? Ensuite, est-ce que la privatisation s'est faite dans des bonnes conditions? Il faut avoir en tête que nos autoroutes, le fait d'avoir des autoroutes à péage, ça a permis de développer un réseau. C'est vrai que ce réseau, historiquement, il était plutôt sur des trajets interurbains, des trajets qu'on prenait une fois de temps en temps. Avec le développement des métropoles, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup de Français qui sont amenés à prendre des trajets autoroutiers tous les jours et que là aussi, ça peut peser sur le pouvoir d'achat. C'est pour ça que dans les discussions que j'ai pu avoir en ce début d'année avec les sociétés d'autoroutes, moi j'ai tenu à ce qu'on puisse avoir un abonnement pour les Français qui prennent régulièrement l'autoroute pour leur trajet, par exemple, domicile-travail. Ensuite, il y a un autre sujet qui est la privatisation. C'est vrai que ces sociétés ont été privatisées sans qu'on ait l'idée de revoir les contrats qui les liaient à l'État. On avait des contrats qui avaient été faits pour des sociétés publiques. Je pense qu'on aurait été bien inspiré de revoir ces contrats avant la privatisation, ce qui n'a malheureusement pas été le cas. Justement, toujours sur les transports routiers, concernant les 2 fois 2 voies qui sont actuellement gratuites, il est question qu'il y ait des concessions. Et donc, à terme, peut-être qu'elles ne soient plus gratuites. Où en est-on?
Je pense que c'est une idée que les sociétés d'autoroutes ont depuis longtemps, d'étendre leur périmètre, ce qui permettrait de prolonger leur contrat. C'est pas ma proposition, c'est pas la proposition du gouvernement. Non, enfin, a priori, je vous dis, ça fait des années que les sociétés d'autoroutes trouvent toutes sortes d'idées pour prolonger leur contrat. Moi, je pense que ces contrats, c'est pas l'intérêt de l'État, c'est pas l'intérêt des Français qu'on les prolonge indéfiniment. D'accord. Autre sujet, la taxe carbone. François de Rugy a dit hier sur notre antenne qu'il n'était favorable au retour de la taxe carbone à condition que le produit de cette taxe aille à la transition écologique. C'est aussi votre avis ? Vous avez vu que dans le débat, on a certains Français qui nous disent « vous avez été trop vite », d'autres qui nous disent « vous n'en faites pas suffisamment pour le climat », même des associations qui attaquent l'État en disant « vous n'en faites pas assez ». Donc on voit que ce sujet est vraiment un point important du débat. Je pense que ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on ne va pas refaire comme avant, comme si rien ne s'était passé, qu'il faut certainement qu'on explique davantage à quoi sert cette taxe carbone, qu'on accompagne surtout tous les Français, qu'on ne mette pas les Français en difficulté. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps du débat et prendre le temps. C'est une question de pédagogie pour vous ? Non, je pense que ce n'est pas une question uniquement de pédagogie. On voit que, j'évoquais les Français qui sont prisonniers de la voiture. On voit qu'ils ont été particulièrement pénalisés, enfin ils seraient particulièrement pénalisés si le prix des carburants augmente. Donc je pense qu'il faut tenir compte de ces situations, accompagner les Français, les accompagner pour changer de voiture, leur offrir d'autres solutions que la voiture. Et le retour de la taxe carbone pour vous ? Je pense que le retour de la taxe carbone ne pourra pas se faire, mérite qu'on continue certainement à en parler et ne peut pas se faire si on n'est pas certain de donner un accompagnement à chacun. Sur la mobilité, Voilà, Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, est notre invitée politique ce matin. C'est la loi mobilité qui est votée au Sénat en début d'après-midi, Elisabeth Borne. Le Sénat a modifié le texte. Quelles mesures vous retenez, vous, de la version du Sénat ? Quelles mesures vous a intéressé ? Enfin, moi, ce que je retiens surtout, c'est la qualité des débats qu'on a pu avoir. Le fait qu'après 15 jours de débat, l'examen de près de 800 amendements, on s'est retrouvé sur l'essentiel, sur le fait qu'il y avait besoin d'une réorientation très forte de la politique des transports, qui pendant trop longtemps s'est concentrée sur des grandes infrastructures. Le gouvernement a proposé une réorientation sur les transports du quotidien, que cette politique, elle serve d'abord à lutter contre les fractures territoriales, les fractures sociales que connaît notre pays, et on s'est retrouvé sur ces sujets avec le Sénat. Et ça n'allait pas de soi. Vous savez, moi je me souviens à l'été 2017, quand le président de la République a annoncé qu'on faisait une pause sur les grands projets, beaucoup nous disaient « mais vous n'y pensez pas, ça ne se passera jamais ». Je vois que cette priorité des transports du quotidien, elle a été largement partagée tout au long des débats. Alors, vous retiendrez de la Chambre des territoires. Alors, mais cet aspect-là des choses, c'est effectivement cette volonté de lutter contre les fractures territoriales, de répondre au sentiment d'injustice que beaucoup de Français peuvent avoir quand ils voient qu'on fait des TGV pour les métropoles et que dans le même temps, les réseaux de transport qu'on utilise tous les jours ont été sous-entretenus. Ce sentiment aussi que les emplois se concentrent dans les métropoles et puis que les Français... Une ou deux mesures précises que vous retiendrez, par exemple ? Mais je pense qu'on a notamment la programmation des infrastructures. Vous savez, c'est 13,4 milliards d'euros sur le quinquennat. C'est 4 milliards de plus que ce qu'on a pu faire précédemment. Et c'est cette priorité sur l'entretien des réseaux, le désenclavement des territoires, la remise en état de nos réseaux, je le disais, et puis aussi la capacité, et je pense que beaucoup de Français l'attendent, quand on habite par exemple à Marsas, à 40 km de Bordeaux, on n'a pas d'autre choix que la voiture, et les habitants ou la maire nous disaient on met autant de temps pour rejoindre Bordeaux que pour faire Bordeaux-Paris. Et ça, c'est votre texte initial, tout ce que vous nous dites. Qu'est-ce que vous retiendrez des modifications apportées par le Sénat ? Je pense que le Sénat, tout à fait dans l'esprit de ce qu'on avait souhaité faire, a conforté la couverture de tout le territoire, la prise de responsabilité sur tout le territoire des élus. Vous savez que sur 80% du territoire, aujourd'hui, cette compétence mobilité, pour permettre justement d'offrir autre chose que la voiture aux Français, n'était pas exercée par les collectivités. Donc on a, au cœur de cette loi, il y a effectivement le fait que, en tout point du territoire, on soit accompagné par les élus locaux, et ça a été conforté. On a aussi renforcé l'accompagnement pour les plus fragiles,
qui était un point qui, moi, me tient à cœur et qui a été aussi conforté au Sénat. Dans cette loi, il y a aussi l'assouplement, enfin, en tous les cas, le Sénat a voté l'assouplissement de la loi sur les 80 km/h en donnant la possibilité aux préfets ou aux responsables des départements de l'adapter localement. Pourquoi vous y êtes-vous opposé alors que Emmanuel Macron, lui, avait semblé plutôt ouvert lors du grand débat? Écoutez, c'est un sujet qui est effectivement venu dans le débat sur est-ce qu'il faut effectivement permettre des dérogations au plan local. Je pense que c'était pas l'occasion, enfin c'était pas forcément le moment dans cette loi de trancher ce sujet. On a bien indiqué que de toute façon il y aurait une évaluation de cette mesure au début de l'année 2020. Il faut que cette discussion se continue pour voir comment on peut tenir compte de cette demande de mieux prendre en compte les situations locales et en même temps ne pas baisser nos exigences en termes de sécurité routière. Et pourtant, Emmanuel Macron avait appelé à l'intelligence des territoires devant les maires. Est-ce que finalement le Sénat n'a pas juste mis en musique les paroles d'Emmanuel Macron ? Je pense que c'est un sujet dont il va falloir continuer à débattre et pas au détour en fait, d'une loi qui effectivement vient plutôt donner des outils aux élus pour accompagner les Français, donner une perspective sur les investissements dans les transports. Voilà, je pense que ce débat mérite d'être mené dans un cadre adapté. Pas avant 2020, vous ne reviendrez pas dessus avant 2020. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que ça mérite d'être mené dans un cadre adapté et pas en soirée au détour d'un examen sur la loi mobilité. Nathalie Moret. Le Sénat a repoussé tous les amendements visant à inscrire dans la loi un objectif de fin de vente des véhicules essence d'ici 2040. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, ça figure clairement dans l'exposé des motifs de la loi. Hein. Ça fait aussi partie de ce que propose la loi, d'accompagner les Français, peut-être pour s'émanciper justement de ces énergies fossiles. Dans les difficultés que les Français ont exprimées au cours de ces derniers mois, on peut avoir un débat sur des taxes. Il y a aussi le fait que le cours du baril peut flamber, comme ça s'est passé à l'automne dernier, et accompagner les Français pour justement ne plus être dépendants d'un cours du baril qu'on ne maîtrise pas et qui vient percuter leur pouvoir d'achat, c'est aussi quelque chose d'important. Ça rejoint cette exigence sur le pouvoir d'achat, l'exigence climatique. Et donc, vous savez que dans le cadre du plan climat, le gouvernement porte la sortie des véhicules qui émettent des gaz à effet de serre à horizon 2040. Je pense que ce débat, on l'aura aussi à l'Assemblée. Alors, il y avait aussi un problème de financement sur cette loi. Il manque 500 millions d'euros. Le Sénat a fermé la porte à une vignette poids lourd. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne solution de financement ? Je ne suis pas sûr que le Sénat ait fermé la porte à cette solution. Moi, j'ai clairement dit que pour 2019, on a une programmation, on a pu voter le budget de l'agence qui finance les infrastructures de transport, qu'on a le temps d'ici 2020 pour donner une ressource pérenne. Dans ce que disent les Français, moi j'entends aussi des interrogations sur les poids lourds qui traversent notre pays en faisant le plein en Belgique, au Luxembourg, et puis ensuite en traversant nos villages. Et je pense que les Français qui habitent en endommageant les routes, dit-on même. En endommageant les routes, se pose la question de la contribution des poids lourds. C'est un sujet qui a été fortement repris dans le débat et sur lequel on va devoir... C'est un sujet européen, non ? C'est aussi un sujet européen. Moi, je note que nos voisins ont bien souvent mis en place des dispositifs pour faire participer ces poids lourds en transit au financement des infrastructures. Dans la loi mobilité, il y a aussi la possibilité, vous savez, pour les gens de se faire rembourser la moitié de leur abonnement de transport en commun, plus ou alors le domicile vélo travail domicile. On ne peut pas cumuler les deux. Pourquoi ? Pour la mobilité, c'est aussi parfois les transports en commun et parfois les transports. Une question pratique. Alors, la situation aujourd'hui, c'est que quand vous habitez une grande ville, vous avez des transports en commun et votre employeur vous rembourse 50% de l'abonnement de transport en commun. Quand vous n'êtes pas dans une grande ville, vous avez une sorte de double peine. Non seulement vous n'avez pas d'alternative à la voiture, mais en plus votre employeur ne vous accompagne pas. Ce qui est prévu dans la loi, c'est déjà la mise en place d'un forfait mobilité, la possibilité pour l'employeur de verser jusqu'à 400 € sans charge sociale et sans fiscalité aux salariés. Effectivement, le Sénat a ouvert le débat de la façon dont on pourrait cumulé avec un abonnement de transport en commun. Je pense qu'on a aussi un sujet, et ça fait l'objet d'une négociation que nous menons avec Muriel Pénicaud, avec les partenaires sociaux. Est-ce que cet accompagnement ne devrait pas être plus systématique pour les salariés qui n'ont pas accès au transport en commun ? D'accord.
Elisabeth Borne, beaucoup de radars endommagés n'ont toujours pas été remplacés, on le voit d'ailleurs quand on conduit. Est-ce que c'est vrai que c'est parce que l'on va déployer des radars nouvelle génération qui seront beaucoup plus solides, beaucoup plus performants, qui pourront même reconnaître un poids lourd d'une voiture et que ce plan va être réalisé maintenant? Peut-être dire que quand on dégrade des radars, c'est pas sans conséquence, hein. Vous avez vu l'augmentation de la mortalité sur nos routes au mois de février, c'est pas sans conséquence. Et donc, effectivement, il y aura des nouveaux radars. Je pense que ils sont prêts et ils vont être déployés quand? Enfin, c'est le ministère de l'Intérieur qui pilote le déploiement de ces radars. Je pense que dans les prochains mois, on aura effectivement des radars. Enfin, je pense que personne ne peut imaginer qu'on met des limitations de vitesse, notamment parce qu'il y a des enjeux de sécurité routière et qu'on ne va pas se préoccuper de savoir si ils seront plus solides, plus performants. Je pense que l'objectif, c'est bien qu'ils soient solides et performants. Un dernier mot puisque Le Monde révèle ce matin que Tom Enders, le patron allemand d'Airbus qui quittera ses fonctions dans 10 jours, devrait partir avec un parachute doré de plus de 36 millions d'euros. Est-ce que pour vous, il doit renoncer à toucher une telle somme? Écoutez, moi, je n'ai pas la confirmation de ce chiffre et je pense qu'il faudra qu'Airbus s'en explique. C'est clair que c'est toujours des chiffres qui interpellent, hein. Et je pense qu'en France, en tout cas, les entreprises ont pris des décisions pour encadrer ces parachutes, comme on dit. Je pense que c'est une bonne chose parce que les Français ne comprennent pas toujours ce genre de... Et au vu du bilan, du bilan de Tom Enders et du contexte général, 36 millions d'euros, c'est pas acceptable pour vous? Je pense que c'est surtout le chiffre qui est pas nécessairement compréhensible. C'est quand même des montants considérables et forcément, ça interroge. Merci Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, d'avoir été notre invitée politique ce matin. Merci Nathalie Moret du Progrès de Lyon. Merci Oriane Mancini de Public Sénat. On passe au débrief de l'actualité. Yves Tréhard, Denis Jambard, dans un instant. À tout de suite. Voilà, Elisabeth Borne quitte ce plateau. Merci. Au revoir Madame la Ministre. Font leurs entrées Denis Jambard, éditorialiste à Challenge et à Nice ce matin. Bonjour Denis. Bonjour Cyril, bonjour Yves, bonjour et Yves Tréhard qui reste semaine après semaine directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Denis, bonjour Cyril. Ouverture du grand débat au Parlement aujourd'hui, 2 jours à l'Assemblée nationale, puis la semaine prochaine ça sera le tour du Sénat. À quoi ça sert de débattre pour les parlementaires? On va démarrer avec vous Yves Tréhard, alors que le processus de conclusion de ce grand débat au fond est acté, on y est. Toujours utile de débattre du débat. Non, je ne sais pas. Bon, en fait, je vais vous dire, c'est peut-être un peu gadget aux yeux de beaucoup, mais il faut associer tout le monde. Donc vous associez les Français. Et on a vu les parlementaires avec Emmanuel Macron dans les grandes réunions. Non, ce qui est sûr que là, il faut chercher la sortie là maintenant. D'ailleurs, je suis persuadé qu'en haut lieu, comme on dit, on cherche la sortie et que pour le moment. C'est le sujet majeur, c'est de savoir comment on sort de là. Je pense qu'on n'en sortira pas autrement que par une solution politique qui consistera à dissoudre le Sénat, à changer le gouvernement, le Premier ministre. Dissoudre le Sénat pardon. On ne peut pas dissoudre le Sénat, dissoudre l'Assemblée nationale, bien sûr. La dissolution. Qu'il y avait eu une révision constitutionnelle qui m'avait échappé. Merci Denis de m'avoir... Non, c'est parce que nous sommes dans l'enceinte du Sénat et que les sénateurs veuillent bien, et le président du Sénat veuille bien me pardonner. Et donc, il y aura... Si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il y aura des mesures qui seront... Je ne pense pas qu'il faille un discours fleuve du président de la République qui tombera à l'eau, nécessairement. On l'a vu le 10 décembre avec les mesures qui ont été prises de l'ordre de 12 milliards d'euros. Il faut des mesures fortes, mais soit séquencées. Et institutionnelles. Et je pense, oui, enfin surtout sociales d'ailleurs, parce que quand on regarde les sondages, on voit que les mesures institutionnelles n'arrivent pas en priorité. Et puis probablement un acte politique que je vois pas comment on peut pas ne pas passer par un acte politique. Moi, mon souci, c'est de savoir si le désordre du week-end peut s'arrêter un jour. Et j'ai des gros doutes là-dessus. Ne vous fiez pas à ce qui s'est passé samedi dernier où on dit il ne s'est rien passé du tout. C'était plus calme, oui. Oui, mais vous allez voir dans 3 semaines ou dans 2 mois. Denis Jambard. Oui, je pense que la sortie est assez labyrinthique. C'est-à-dire que c'est très compliqué, après toutes ces propositions, toutes ces discussions, de faire une synthèse et de proposer aux Français quelque chose qui les rassemble. Parce que c'est bien ça. La question qui est posée au chef de l'État, c'est comment il réunit ce pays pour repartir de l'avant. Aujourd'hui, En Marche est vraiment en panne, me semble-t-il, et le pays aussi en même temps, parce que même s'il y a des réformes, au fond, il n'y a pas de grands projets à l'horizon. Alors, on évoque les retraites, on évoque des tas de choses. Mais
je ne sais pas, en effet, comment on donne, vous voyez, on est au fond de la piscine, comment on donne le coup de pied, ou est-ce qu'on va continuer à creuser au fond. Je suis aussi préoccupé qu'Yves par ces week-ends, parce que tantôt, quand ils sentent qu'il y a un gros déploiement de police, les Black Blocs ne viennent pas. Quand il y en a moins ou qu'ils ont le sentiment que ça se relâche, on casse. Donc là, il y a quelque chose de très compliqué à gérer pour le président de la République. Et je partage le point de vue d'Yves. Si ça continue comme ça, je ne vois pas d'autre solution. C'est une arme entre les mains du président de la République. Je trouve absurde que les gens qui demandent la démission du chef de l'État, ça n'existe pas dans nos institutions. En revanche, il a une arme pour lui-même, qui est en effet la dissolution de l'Assemblée nationale. Et s'il ne trouve pas d'issue avant l'été, je ne vois pas comment il pourra relancer son quinquennat sans une consultation électorale. Ou alors peut-être ce fameux référendum dont on parle pour le mois de juin. Mais je trouve ça extrêmement périlleux, le référendum. En plus, moi, le référendum... Je ne vois pas quelle question il va poser, parce que s'il vous pose la question, faut-il augmenter le SMIC ou pas, faut-il rendre gratuit, je dis n'importe quoi, les péages urbains. C'est toujours très compliqué. C'est binaire et démagogique. Et je pense que ça sera un référendum pour ou contre le président. En plus, ici, il y a 4 questions. Donc, il me semble que la seule arme, en effet, comme le dit Yves, c'est passer par une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui redonnerait la voix à tous les Français en plus. Un petit mot sur le remaniement, promotion de fidèles. Est-ce que c'est quoi? Prime à la compétence ou aveu d'isolement, Yves Tréhard? Écoutez, c'est un mini remaniement, c'est un mini événement, je vais vous dire. Tu veux dire, le vrai remaniement gouvernemental, il arrivera quand il annoncera des mesures. C'est là où il faudra un coup de fouet. Là c'est... On comble les trous, je dirais. Bon, il y a 3 personnes qui sont parties, une pour les européennes, 2 autres pour les municipales. Il fallait les remplacer. Il n'a pas de signification, il n'a pas beaucoup de messages. Le seul message qu'il est, c'est qu'on est vraiment en Macronie, c'est-à-dire des jeunes, techniciens, diplômés, diversité, et fidèles. Parité. Voilà ce qu'on peut dire, mais vous n'avez pas ni une signification territoriale, ni une signification... pas de répartition territoriale. En général, les remaniements, c'est oublié au bout de 3 semaines. Ça a toujours été des non-événements. Là, c'est oublié dès aujourd'hui. Il n'y a que les médias qui en font des... Mais alors, c'est intéressant, en effet, à observer, parce qu'on voit bien que le chef de l'État, il n'a plus de marge de manœuvre politique autour de la Macronie. S'il avait pu faire un coup politique sur ce remaniement, il l'aurait fait. Trouver quelqu'un à la tête des affaires européennes, pour le reste, la communication du gouvernement. Et pourquoi? Votre explication à ça? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de ressources politiques autour de lui. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes, compte tenu de la situation politique, ils veulent pas. Qui sont un peu maintenant sur la réserve. Il ne faut pas oublier que vous avez des grands élus qui sont des élus municipaux, qui ne veulent pas aller au casse-pipe, passez-moi l'expression aujourd'hui, parce qu'ils ont un rendez-vous électoral très important dans un an. Donc ils restent tranquillement chez eux, ou ils rentrent chez eux comme l'a fait Gérard Collomb. Messieurs, le Brexit, les députés britanniques rejettent à nouveau, encore une fois, toutes les alternatives au plan de Theresa May, la Première ministre. On est à 12 jours. Yves Tréhard, aucune solution Alors là, c'est pareil. Je pense que de toute manière, le problème, il est dans tous les pays, quel que soit... je dirais que les symptômes ne sont pas tout à fait les mêmes. Les causes sont souvent les mêmes partout, et personne ne sait comment en sortir, quoi. Alors le Brexit, moi, qui est bien malin, qui pourra vous dire ce qui va se passer. Moi, je pense qu'on va directement vers un Brexit dur, c'est-à-dire, une sortie sèche de la Grande-Bretagne, sans accord. C'est ce qui me paraît le plus probable. Mais encore une fois, c'est le scénario le plus catastrophique? Oui, en tout cas, oui, parce que ça aura assez catastrophique sans doute pour les Anglais, mais c'est aussi... Oui, peut-être, mais c'est pas très bon pour nous, par exemple, pour un certain nombre de catégories bien sûr. Professionnelles, et puis certain nombre de régions, notamment les pêcheurs. Pour certain nombre de régions aussi. C'est dramatique. C'est dramatique. Ce qui me frappe, en tout cas en Europe, c'est que on a vu, et au-delà, dans les confins de l'Europe, il y a une forme de dégagisme général en ce moment. Dans les démocraties, aux confins des démocraties, partout. Nous sommes très concentrés sur l'affaire des Gilets jaunes, qui pose un problème. Le dégagisme, on l'a connu. Regardez l'Ukraine, regardez la Slovaquie. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, regardez en Slovaquie, regardez ce qui se passe même
On croyait que Erdogan contrôlait totalement son pays. Il se fait battre dans ces deux grandes villes. Donc, il se passe quelque chose partout en ce moment qui nous échappe un peu compte tenu de notre concentration sur les gilets jaunes. Dégagisme en Algérie aussi. Évidemment, oui, ça fait partie. Oui. Donc annonce une démission à 8 avril. Oui, avant le 28 avril, qui était le terme de son 4e mandat, donc on savait qu'il avait renoncé au 5e, et maintenant il va partir avant. Naturellement, le clan Benalla et Benalla. Excusez-moi. Lapsus. On l'a vu tout à l'heure sur votre plateau, le clan Benalla. Lapsus. Non, le clan Bouteflika essaie de sauver les meubles. Le pourront-ils ? Yves Traer. Oui, je dirais que de toutes les informations, c'est probablement les événements les plus heureux qui se passent là en Algérie, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que ça se passe... Dans le calme. Dans le calme. Alors, il y a peut-être entourloupe de la part de l'armée ou de la part du système. Moi, je ne crois pas. Je pense que le système est en train de se sauver... Président du Conseil de la Nation qui prendra la suite. De se sauver de façon, de la façon la plus honorable possible, entre guillemets. Et je pense que le peuple... ne soit pas dans le désordre absolu, dans la débandade. Mais je pense que le peuple, de toute manière, vaincra. Je pense que c'est écrit. Et c'est incroyable de voir de la façon dont ça se passe, quoi. Merci. Ça, c'est surprenant. Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Pour vos éclairages, on regarde ensemble le Zat Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est également passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères, mais également dans les journaux télévisés et les émissions politiques hier soir. On se retrouve juste après. Vous m'avez fait réfléchir par vos remarques, vous m'avez bousculé par vos questions, et disons-le, vous ne m'avez pas épargné. Et c'est tant mieux. Hier, le doute m'a submergée lorsque j'ai vu la marche se dresser devant moi. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre. Premier compte-rendu de Conseil des ministres de Sibeth Ndiaye ce midi. La nouvelle porte-parole du gouvernement a été nommée hier. Le président de la République a débuté le Conseil des ministres aujourd'hui en accueillant de manière chaleureuse ses 3 nouveaux secrétaires d'État, Amélie de Montchalin, Cédric O et moi-même. Je me souviens de sa déclaration qui disait qu'elle assume mentir pour protéger le président de la République. Je crois qu'elle a trouvé toute sa place au gouvernement. Les paroles auxquelles vous faites référence sont des paroles qui ont été sorties de leur contexte, des paroles qui ont été tronquées. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous étaient d'ailleurs présents au moment où je les ai prononcées. Elles visaient à protéger la vie privée du président de la République dans un moment de vie personnelle. C'était ce qui était ma fonction à l'époque, de faire en sorte de défendre et de protéger le président de la République. Franchement, ça la fout mal, même si elle a essayé de s'en expliquer 2 ans après. Ça la fout mal quand on est la porte-parole d'avoir pour devise « je peux mentir ». Voilà. J'ai vu ça, qu'il y avait un remaniement. Je crois que tout le monde s'en fout. Totalement. C'est pas ça qui va régler les problèmes des Français. Ça, c'est sûr. Et qu'on nous fait sortir 3 inconnus, très bien, parfait. Il y en a eu des centaines de remaniements. Celui-là, bon. Cher Monir, il y a une forme de continuité évidente dans le fait que je te succède. Cher Bruno, cher Gérald, cher Olivier, merci d'abord pour la chaleur de votre accueil. Et merci de l'avoir fait avec la chaleur qui te caractérise. En réalité, je trouve assez surprenant que le président de la République vide l'Élysée de ses conseillers. On a vu ceux qui partaient tout court, on voit ceux qu'il promeut comme ministre. Ou il a envie de changer l'équipe de l'Élysée parce qu'elle lui convient pas, ou alors on n'y comprend rien. Ils sont quand même pas nés de la dernière pluie. Sibeth Ndiaye, elle doit faire la politique depuis 20 ans. Ça, je ne sais pas, enfin je crois, oui. Mais en tout cas, elle a été militante à l'UNEF, une des dirigeantes de l'UNEF. Je ne sais pas si c'est une bonne école, mais c'est une école politique, c'est certain. C'est isolé. Ça, c'est clair que quand vous dites le seul responsable, c'est moi, venez me chercher, et que vous avez une vision aussi jupitérienne de la Ve République qui pose déjà problème, c'est sûr que vous avez tendance à resserrer autour de vous et à finalement, au bout d'un moment, de faire confiance qu'à ceux qui sont vos affidés. Troisième partie de notre édition dans un instant avec Territoire Sénat. On s'y retrouve, à tout de suite.